J'ai le plaisir de vous présenter Vincent Cloquet, qui va faire le dernier exposé de l'après-midi, qui portera sur les clauses abusives du Code de droit économique aux offres d'instruments financiers. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce mariage un petit peu contre nature entre des dispositions de protection du consommateur qui sont faites pour tous les produits que l'on peut imaginer proposer aux consommateurs et que l'on adapte aux produits financiers, ce qui est quelque chose de pas évident. Vincent Cloquet est juriste d'entreprise chez Belfius, au département Capital Markets, donc il est vraiment dans notre domaine. Et en plus d'un master en droit, il a suivi le certificat en droit bancaire et financier organisé par l'UCL. Donc c'est un ancien étudiant de l'organisateur. Hein, voilà. Enfin, ou des organisateurs. Ou de l'entité qui organise. Je lui cède la parole tout de suite et on posera les questions après. Bonjour à tous. Donc, durant les 25 prochaines minutes, je vais vous parler de l'applicabilité des clauses abusives du Code de droit économique aux offres d'instruments financiers et de questions que ce sujet suscite au sein du secteur financier belge. Je vais essayer de résumer les éléments importants de cette matière de la manière la plus claire possible. Donc, je travaille pour Belfius Bank dans le domaine des marchés de capitaux. Donc, le point de vue que je vais présenter dans cet exposé est plutôt le point de vue d'un émetteur ou d'un distributeur d'instruments financiers. Pour parcourir cette matière, la présentation sera scindée en deux parties principales. Dans la première partie, et avant d'attaquer le cœur du réacteur, je vais exposer les principaux concepts qui limitent la matière. Dans la seconde partie, nous analyserons principalement la position de la FSMA sur cette matière et les pratiques de marché. Première partie, Code de droit économique, base légale, notions et typologie des clauses abusives. Donc, la matière des clauses abusives trouve sa source dans le Code de droit économique. À cet égard, deux livres de ce code sont importants. D'une part, le livre 6, qui gouverne les pratiques de marché et la protection des consommateurs. Plus spécifiquement, le titre 3 de ce livre, des contrats avec les consommateurs. Et il est également important de ne pas oublier le livre premier du Code, qui comprend une liste de définitions s'appliquant soit au Code en général, soit à certains livres spécifiques. Le champ d'application des clauses abusives est très étendu et délimité par des définitions larges et ouvertes. Je vais donc résumer ici quelques concepts importants. Qu'est-ce qu'une clause abusive ? Qui sont les consommateurs protégés ? La matière s'applique-t-elle aux offres d'instruments financiers ? Et si oui, quels sont les instruments financiers visés ? Voici donc trois définitions tirées du Code de droit économique. Une clause abusive est définie dans le Code de droit économique selon une règle générale, comme toute clause dans un contrat entre une entreprise et un consommateur qui crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment des consommateurs. Nous allons revenir sur ce concept plus tard, mais on peut déjà souligner que le point de départ de la matière se situe dans un contrat entre une entreprise et un consommateur. Le consommateur, quant à lui, est défini comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. D'un point de vue bancaire et financier, cette notion de consommateur est donc très large. En effet, tous les clients particuliers sont visés par cette définition. En ce compris est par exemple des investisseurs particuliers qui disposent d'une assise financière importante et qui ont une connaissance des marchés et des produits financiers. Mais pas d'exception, tout le monde est logé à la même enseigne. Le Code de droit économique définit ensuite les services financiers comme tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements. Il s'agit donc à nouveau d'une définition large et ouverte qui englobe bien l'émission d'instruments financiers. Donc, pour résumer de manière très schématique, la matière des clauses abusives s'applique bien lorsqu'une entreprise offre sur le territoire belge un instrument financier à une personne physique agissant à des fins privées. Nous allons maintenant rapidement parcourir le concept de clause abusive, quelles en sont les conséquences et les tempéraments. Deux types de clauses abusives peuvent être considérées en vertu du Code de droit économique. D'une part, les clauses dites abusives en vertu d'une règle générale, et d'autre part, les clauses abusives dites clauses noires. Tout d'abord, les clauses noires. Donc, le livre 6 du Code de droit économique comprend une liste de clauses qui sont définies comme en tout cas abusives. On parle dans ce cas de la liste noire ou de clauses noires, et cette liste comprend 33 clauses. À titre d'exemple de clause noire, il est interdit d'inclure une clause par laquelle le consommateur renonce, en cas de conflit, à tout moyen de recours contre l'entreprise. Clause abusive interdite. En plus, et nous l'avons vu, le Code de droit économique comprend également une définition générale de la notion de clause abusive. En vertu de cette définition,
Il conviendra donc d'apprécier au cas par cas dans quelle mesure une clause spécifique dans un contrat entre une entreprise et un consommateur peut créer un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur. Il convient également de garder à l'esprit que le fait qu'une clause ne soit pas considérée comme abusive en vertu de la liste noire ne signifie pas qu'elle soit autorisée. Celle-ci peut être considérée comme abusive à la lumière de la règle générale du déséquilibre manifeste. Donc, les deux notions doivent être regardées quand on analyse un contrat. Lorsqu'une clause est qualifiée d'abusive dans un contrat en vertu du Code de droit économique, quelles en sont les conséquences ? Premièrement, il est explicitement indiqué que toute clause abusive est interdite et nulle. C'est radical. Et deuxièmement, le consommateur ne peut pas renoncer au bénéfice des clauses abusives. Cet élément est important. Donc, même s'il considère avoir une connaissance suffisante des marchés et produits financiers, les particuliers ne peuvent pas renoncer à certaines clauses considérées comme abusives dans un instrument financier. Toutefois, il convient de noter que plusieurs tempéraments existent par rapport à l'application des clauses abusives. Selon le Code de droit économique, le caractère abusif d'une clause contractuelle doit être apprécié en tenant compte de la nature des produits qui font l'objet du contrat. Cet élément est important car la nature des produits financiers est très spécifique. Il est également prévu que le roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut, pour certains secteurs d'activité ou produits, prescrire ou interdire l'usage de certaines clauses. Cette faculté a été exercée dans un arrêté royal du 23 mars 2014. Nous y reviendrons. Et finalement, le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut subsister sans les clauses abusives. Cela signifie également que si une clause abusive est substantielle pour un contrat, celui-ci peut être considéré comme non contraignant. Nous allons à présent parcourir l'application concrète de ces dispositions du Code de droit économique aux offres d'instruments financiers. Et également, dans certaines situations, la complexité de la transposition de dispositions générales relatives à la protection des consommateurs aux particularités des produits et marchés financiers. Donc nous allons rapidement voir les principes, puis une application concrète avant d'arriver à certaines recommandations générales. Discussion au sein du secteur financier belge. Les dispositions pertinentes du Code de droit économique sont applicables depuis décembre 2013. Et depuis, vous pouvez imaginer que la question de l'applicabilité des clauses abusives aux instruments financiers a suscité de nombreuses discussions dans le secteur financier belge. En effet, certaines clauses qui se retrouvent fréquemment dans les instruments financiers offerts à des consommateurs, en Belgique ou en Europe, peuvent être considérées comme abusives au regard du Code de droit économique. Mais il n'est pas toujours évident de transposer la logique qui sous-tend certaines clauses abusives dites noires aux mécanismes spécifiques des instruments financiers. Dans le cadre de la clarification des règles, nous pouvons souligner deux textes qui ont été publiés par rapport à cette matière. Tout d'abord, un arrêté royal du 23 mars 2014 a prévu un régime d'exception très limité pour l'application des clauses abusives noires aux obligations structurées. Sans rentrer dans le détail, il s'agit de clauses considérées inapplicables en raison de la nature même du produit. Ici, référence est faite à la nature des instruments financiers comme tempérament à l'application du Code de droit économique. Un reproche qui est formulé par certains acteurs de marché par rapport à cet arrêté royal est qu'il est trop limité. En effet, cet outil aurait pu être utilisé pour apporter plus de clarification et de nuances par rapport à un éventail plus large de clauses abusives ou d'instruments financiers. Ensuite, un texte très important a été publié récemment. Il s'agit de la position de la FSMA sur ce sujet. La FSMA avait annoncé dans son rapport annuel 2014 qu'elle appliquerait les dispositions relatives aux clauses abusives à l'égard des instruments financiers. Et c'est très récemment, en février 2017, que la FSMA a publié une communication portant le titre « Position de la FSMA concernant l'application des règles belges en matière de clauses abusives à certaines clauses utilisées dans le cadre de l'offre publique d'instruments de placement ». Alors on a parlé tout à l'heure du site web de la FSMA, et donc cette communication est disponible facilement sur le site de la FSMA pour ceux qui souhaitent la lire en détail. Force juridique. La position de la FSMA contient des recommandations et des interprétations quant à l'application des clauses abusives aux instruments financiers. Il est important de noter que cette communication ne constitue pas un document d'ordre réglementaire et n'est en théorie pas contraignant à l'égard des cours et tribunaux. Toutefois, ce document comprendra les principes qui seront appliqués par la FSMA pour l'approbation des prospectus d'émission. On peut considérer, dans une matière aussi spécifique, qu'ils auront donc un effet persuasif sur les cours et tribunaux. Champ d'application. Plusieurs éléments clés du champ d'application de cette position. La notion de consommateur, qui a déjà été exposée plus tôt, la relation contractuelle également, et puis la position vise les instruments de placement.
Alors cette notion est définie dans la loi belge du 16 juin 2006, la loi dite prospectus. Et comme vous le savez déjà, cette notion d'instrument de placement est très large et vise par exemple des titres de créance, des actions, des produits dérivés. Un autre point important est que la position de la FSMA s'applique aux offres publiques, mais également aux placements privés si ceux-ci sont offerts à des consommateurs. Comme vous le savez, de manière très schématique, une offre publique implique l'approbation du prospectus par la FSMA. Dans certaines situations, un placement privé n'implique pas de revue ou d'approbation par la FSMA du prospectus ou de l'Information Memorandum. Donc, il conviendra de veiller au respect des interprétations de la FSMA, même lorsque les prospectus ne doivent pas être approuvés par la FSMA et ne sont donc pas vus a priori par la FSMA. Autre élément clé, le fait qu'un instrument financier ne soit pas soumis au droit belge ou que celui-ci soit offert en vertu d'un prospectus passeporté en Belgique ne porte pas atteinte à l'application des recommandations de la FSMA. Les conditions applicables aux instruments financiers sont généralement incluses dans une section du prospectus qui est appelée Terms and Conditions ou Conditions générales. Ce sont dans ces Terms and Conditions que l'on retrouve généralement les clauses contractuelles applicables entre l'émetteur entreprise et l'investisseur consommateur. Et donc, ce sont dans ces Terms and Conditions qu'on va retrouver les possibles clauses abusives. Dans la communication, la FSMA se concentre principalement sur les instruments de placement à durée déterminée et sur 3 types de clauses abusives qui posent le plus de questions par rapport aux instruments financiers. Les clauses qui autorisent l'émetteur à modifier unilatéralement des caractéristiques essentielles d'un contrat, les clauses qui autorisent l'émetteur à mettre fin unilatéralement à un contrat à durée déterminée sans dédommagement pour le consommateur, et les clauses qui prévoient la possibilité de cession du contrat ou de substitution de l'émetteur. Nous allons rapidement parcourir ces 3 types de clauses avant d'analyser un exemple concret et fréquent pour, j'espère, vous rendre ces règles un peu plus matérielles. Modification unilatérale des caractéristiques essentielles. Donc vous avez ici le texte qui est repris dans le Code de droit économique. Alors, les clauses qui autorisent l'émetteur à modifier unilatéralement les caractéristiques essentielles d'un instrument financier sont interdites. Exemple de caractéristiques essentielles, le rendement ou la durée d'un instrument financier. Donc, exemple caricatural de clause abusive, une société émet une obligation et une maturité de 10 ans, et cette société se réserve le droit, en vertu des terms and conditions applicables à cette obligation, de modifier unilatéralement et à sa seule discrétion le rendement de cette obligation après 1 an. Voilà, clause abusive, nulle, interdite. Toutefois, il existe une exception si les conditions cumulatives listées ici sont remplies, soit la force majeure. Dans ce contexte, une force majeure est définie comme une impossibilité insurmontable pour l'une des parties d'exécuter ses obligations, sans que cela soit imputable à cette partie. Donc, impossibilité insurmontable. Soit lors d'un événement qui modifie significativement l'économie du contrat et qui n'est pas imputable à l'émetteur. Ensuite, il est nécessaire qu'une clause qui permette une modification unilatérale soit rédigée de manière claire et compréhensible, qu'elle ne crée pas de déséquilibre manifeste entre les parties au détriment du consommateur, et donc là on retrouve la règle générale de la clause abusive, et que le consommateur ne se voit pas imputer de frais pour la modification du contrat. Pour illustrer une telle exception, on peut se tourner vers les obligations structurées. Alors sans rentrer trop dans le détail et en essayant d'être clair, pour ceux qui ne connaissent pas encore les obligations structurées, une obligation structurée est composée de plusieurs éléments de nature différente. Généralement, un premier élément qui a pour but d'assurer la protection du capital et un deuxième élément plus dynamique qui a pour but d'optimiser le rendement du produit. Par exemple, d'un côté, on peut retrouver une composante obligataire, donc un titre de créance, dans lequel on retrouve les éléments standards d'une obligation, tels qu'un émetteur, une maturité, une devise. Et d'un autre côté, on peut retrouver une composante plus risquée, qui est incorporée aux produits financiers, tels que des produits dérivés. Cette composante dynamique peut par exemple se baser sur un panier d'actions. Voilà, et donc là on arrive à la clause abusive. Quand la composante dynamique est basée sur un panier d'actions et que l'émetteur d'une des actions fait faillite, une clause peut accorder le droit à l'émetteur de remplacer cette action par une autre action la plus similaire possible. Donc là, on se trouve dans le cadre d'une modification unilatérale par l'émetteur d'une caractéristique essentielle, puisqu'il remplace l'objet même du contrat, mais qui est autorisée puisqu'elle répond aux exceptions fixées par la FSMA.
Résiliation unilatérale par l'émetteur. Vous avez à nouveau le texte du Code de droit économique. Une clause qui permet à un émetteur de mettre fin unilatéralement à un instrument financier sans dédommagement pour le consommateur est interdite. Nous reviendrons un peu plus tard sur cette clause, cette interdiction, dans le cadre d'un exemple plus concret. À ce stade, nous pouvons déjà noter qu'une exception à ce principe existe. Un événement de force majeure, à nouveau, qui empêche l'émetteur d'exécuter ses obligations, constitue une raison légitime pour l'émetteur de mettre fin unilatéralement à un instrument financier en remboursant le produit à sa valeur de marché. Ensuite, en dehors du cas de force majeure, il est considéré qu'une telle clause est autorisée pour autant qu'un mécanisme de dédommagement du consommateur soit prévu. Ici, je ne vais pas entrer dans le détail de la manière de dédommagement, mais voilà, il y a également une description qui est prévue par la FSMA sur la manière dont il faut dédommager. Et pour autant que certaines conditions supplémentaires soient respectées, à savoir, le droit doit se fonder sur un événement qui modifie significativement l'économie du contrat, la clause qui prévoit ce principe doit être rédigée de manière claire et compréhensible, il ne peut pas y avoir de déséquilibre manifeste entre les parties au détriment du consommateur, et le consommateur ne peut pas se voir imputer de frais. Nous y reviendrons. Substitution de l'émetteur. Les clauses qui permettent à un émetteur de céder un instrument financier lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution de garantie pour le consommateur, sans l'accord du consommateur, sont interdites. Toutefois, une telle substitution d'émetteur peut être admissible aux conditions cumulatives décrites sur le slide. Cette substitution s'effectue à la suite d'un événement exceptionnel qui modifie significativement la situation de l'émetteur. La clause est rédigée de manière claire et compréhensible à nouveau, et les garanties pour le consommateur ne s'en trouvent pas réduites sans son accord. Alors, un exemple d'exception, une clause qui permettrait une substitution d'émetteur à la suite d'une fusion. C'est logique. L'émetteur fait partie d'un groupe de sociétés et l'émetteur est absorbé par sa société mère qui bénéficie d'un rating plus élevé que la société initiale. Donc ici, de manière très schématique, on répond aux exceptions pour permettre à l'émetteur d'être substitué dans l'instrument financier. Voilà, nous avons donc très rapidement parcouru les principaux points d'attention. J'espère que ce n'était pas trop indigeste. Mais pour essayer de rendre ces principes un peu plus concrets, je vais vous présenter à présent deux clauses fréquentes que l'on retrouve dans des émissions obligataires et les soumettre au test proposé par la FSMA. Les clauses dont je vais vous parler sont des clauses de call ou de clean-up call qui permettent à l'émetteur de mettre fin unilatéralement à des instruments financiers. En vertu d'un call, l'émetteur dispose d'une option d'achat et peut, avant la date d'échéance d'un instrument financier, le rembourser anticipativement à l'émetteur. Ces clauses sont donc en principe interdites, sauf si celles-ci répondent à des critères déterminés. Alors, un callable bond ou un callable note est une obligation, un titre de créance, qui accorde le droit à l'émetteur de rembourser les obligations qu'il a émises avant leur date d'échéance initiale. Vous avez ici un exemple de fiche produit, c'est un extrait de fiche produit, d'une obligation ayant une maturité de 10 ans, 2016-2026, impliquant le paiement d'un intérêt annuel, mais qui peut être remboursé anticipativement par l'émetteur après 5 ans. Donc en principe, on est dans un produit qui est interdit. Mais les callable notes sont toutefois autorisés si les conditions cumulatives suivantes sont respectées. Le produit doit être placé comme tel dans le marché. Ici, on a un titre qui s'appelle Callable Interest Notes. Le droit au remboursement anticipé dans le chef de l'émetteur doit être formulé de manière claire et compréhensible. Ici, dans la fiche produit, on a une clause qui décrit le fonctionnement de ce remboursement anticipé. Et ce droit de remboursement anticipé, doit être reflété dans le prix du produit. Donc les conditions. Ce produit-ci peut donc être vendu à des consommateurs sur le territoire belge. Autre exemple, un peu plus technique. Donc désolé pour ceux qui ne sont pas habitués. Vous voyez ici la formulation d'un mécanisme de clean-up call inclus dans la section Risk Factor d'un prospectus d'émission. Certaines obligations ont des maturités longues, par exemple 10 ou 15 ans. Donc une société émet une obligation à des consommateurs pour une maturité de 10 ans, donc jusqu'en 2027 si elle émet aujourd'hui. Après 10 ou 15 ans, la situation d'une société qui a émis des obligations peut avoir beaucoup changé. Et il existe donc des clauses permettant aux investisseurs de se retirer si la structure sociale de la société a évolué de manière significative. Par exemple, les émissions obligataires prévoient souvent un droit de put des investisseurs dans l'hypothèse d'un changement de contrôle de l'émetteur.
Donc les consommateurs peuvent demander le remboursement anticipé des obligations qu'ils détiennent si l'émetteur n'est plus contrôlé par la même personne, par exemple à la suite d'une OPA. Et par exemple, les investisseurs n'accordent plus leur confiance dans le nouveau management. Dans cette situation, si un pourcentage élevé des investisseurs consommateurs exerce le put, par exemple ici au-delà de 85%, l'émetteur a généralement le droit d'exercer un clean-up call, c'est-à-dire de racheter les obligations restantes qui n'ont pas été remboursées, donc moins de 15%. Donc, voilà, il peut forcer en quelque sorte la main de ces quelques 15% d'investisseurs qui décident de rester, qui continuent à faire confiance dans le nouveau management, dans le nouveau contrôle de l'entreprise. Même si ceux-ci ne savent pas encore le nombre exact de personnes qui ont demandé le put. Alors, parmi les éléments de raisonnement derrière une telle clause, pour l'émetteur, éviter qu'une toute petite partie d'une obligation non liquide puisse continuer à courir sur une longue durée. Donc lui permettre en réalité de rationaliser sa structure d'endettement. Pour l'investisseur consommateur, éviter de se retrouver avec un titre illiquide. Voilà, ils sont par exemple moins de 15%. Et éventuellement donc que la valeur de marché d'obligation qu'ils détiennent soit diminuée. Cette clause est fréquente, mais la question de sa compatibilité avec la position de la FSMA est clairement posée. Donc, pour rappel, un remboursement anticipé de la part d'un émetteur est autorisé dans deux situations. Soit dans l'hypothèse d'une situation de force majeure, c'est-à-dire une impossibilité insurmontable qui n'est pas imputable à l'émetteur. Ici, pas d'impossibilité insurmontable, on ne peut donc pas considérer qu'un clean-up call soit une force majeure. Donc, excite cette première exception. Soit si les conditions cumulatives suivantes sont remplies, et je les répète. Un événement qui modifie significativement l'économie du contrat et qui n'est pas imputable à l'émetteur. La clause est rédigée de manière claire et compréhensible. Il n'y a pas de déséquilibre manifeste entre parties au détriment du consommateur. Il existe un dédommagement pour le consommateur et il n'y a pas de frais pour le consommateur. Je vous laisse deviner un petit peu la manière dont cette exception a été traitée, même si la réponse est donnée sur le slide. Mais dans le cas du clean-up call, la FSMA estime que cette clause, en vertu de la règle générale de clause abusive du Code de droit économique, crée un déséquilibre manifeste entre les droits de l'émetteur et des consommateurs au détriment des consommateurs. Cette clause est donc désormais interdite et dans la pratique, donc depuis février, on la supprime des prospectus. S'agissant d'une clause fréquente, on peut se poser la question de l'application d'une telle interdiction dans le marché européen des marchés financiers. Par exemple, une société allemande offre des instruments financiers à des consommateurs dans 3 pays, dont la Belgique. Un changement de contrôle survient, les obligataires exercent un put à hauteur de 90% et l'émetteur exerce son droit de clean-up call dans les 2 autres pays, mais pas en Belgique. Donc les seuls consommateurs qui restent avec les quelques obligations qui subsistent sur le marché sont les consommateurs belges. On peut alors se poser la question de savoir si les consommateurs belges seraient réellement avantagés dans une telle situation. Un risque est également que le marché évolue, par exemple, vers une suppression ou une adaptation des clauses de change of control put en défaveur des consommateurs. Bon, ce n'est pas encore le cas, mais voilà, ce sont des positions très fréquentes, donc le marché peut évoluer très vite. Recommandations. Il est également utile de préciser 2 recommandations formulées par l'autorité de contrôle. Tout d'abord, dans un souci de lisibilité, le résumé du prospectus et les terms and conditions doivent contenir un aperçu clair et compréhensible des droits des 2 parties. OK. Ensuite, dans le cadre des marchés financiers européens, et là c'est un peu plus complexe, il est possible qu'un instrument financier soit soumis aux droits d'un autre pays européen, que le prospectus soit approuvé par une autorité compétente d'un autre membre européen et passeporté auprès de la FSMA pour pouvoir être offert en Belgique. Donc ici, le passporting, c'est plus une opération formelle pour permettre à cet émetteur de vendre sur plusieurs marchés de l'espace économique européen. Lorsque le prospectus est passeporté en Belgique, la FSMA recommande les points suivants. Soit de déclarer les clauses abusives non applicables en Belgique dans la documentation contractuelle, donc dans les conditions définitives ici. Soit, lorsque cela n'est pas possible, identifier les clauses abusives dans la publicité et que l'émetteur s'engage à respecter le Code de droit économique dans la publicité. Cette dernière situation pose certaines questions. En effet, pour la publicité, on peut se poser la question de la force juridique d'une telle pratique et peut-être du risque de contradiction avec le prospectus d'émission.
Et en outre, une telle adaptation de la publicité pourrait même ne pas être autorisée par les Terms and Conditions. Il sera donc intéressant de voir comment la pratique va se développer et comment les rapports vont se développer entre les émetteurs étrangers et la FSMA. La mise en place et le renforcement de règles visant à protéger les consommateurs dans les instruments financiers est une bonne chose. Et d'autant plus si cela permet de rétablir la confiance des consommateurs envers les produits financiers qui leur sont vendus. Et comme l'a souligné Mathieu Duplat, la Belgique est un marché important pour les ventes d'obligations de détail, donc la vente d'instruments financiers à des consommateurs. Dans ce cadre, d'une part, il est important que les règles soient claires et adaptées. Toute forme d'insécurité juridique, ça semble naturel, doit être évitée. Et d'autre part, il convient également de prendre un peu de hauteur et de considérer les marchés financiers dans leur ensemble. Et donc, dans ce cadre, la communication de la FSMA est bien accueillie par le secteur financier belge. Elle était très attendue parce qu'il y avait de nombreux flous par rapport à l'application du Code de droit économique aux instruments financiers. Mais à l'heure actuelle, certaines questions subsistent quant à l'application de certains principes. Par exemple, nous l'avons souligné, la question du traitement des offres transfrontalières d'instruments financiers. Il se pose la question de la fragmentation des marchés financiers européens. En effet, l'Union européenne tente d'harmoniser les marchés financiers et de faciliter la libre circulation des produits financiers, notamment dans le cadre de l'initiative Capital Markets Union. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, j'ai inséré le lien vers le site de l'Union européenne qui reprend un petit peu les principes qui dirigent cette Capital Markets Union. En outre, la matière des instruments financiers évolue très vite et il sera intéressant de suivre l'évolution des pratiques de marché. En effet, il est possible que pour compenser une perte de certains droits pour les émetteurs, des clauses protectrices des consommateurs soient sacrifiées. Voilà, je viens de très rapidement parcourir l'applicabilité des clauses abusives du Code de droit économique aux offres d'instruments financiers en Belgique. Vous comprenez donc que la matière des instruments financiers est très spécifique et l'application des principes relatifs aux clauses abusives est parfois compliquée. Il va probablement encore faire couler beaucoup d'encre. Merci pour votre attention.